s'appelle Eda Trivus, née à Przemyśl, pays. Ah oui, vous n'avez pas besoin que ça soit écrit comme ça s'écrit. Non, c'est pas nécessaire. Née à Przemyśl, en Pologne, qui était à cette époque-là sous le régime autrichien. Donc les Polonais, la Pologne était à ce moment-là partagée entre trois grandes puissances, l'Autriche, l'Allemagne et la Russie. Alors moi, je suis donc née dans la partie autrichienne en 1905, 1er février 1905. J'ai commencé mes études universitaires à Cracovie en 1925. J'ai fait une année d'agronomie. Je n'ai pas pu choisir la faculté que j'aurais voulu parce qu'en qualité de juive, il y avait un numerus clausus en Pologne. Alors, je me suis inscrite à la seule faculté où on a bien voulu m'accepter. Je n'ai pas pu continuer plus d'1 an parce que j'étais écœurée de quelle façon, à la faculté, on était des antisémites et je me sentais très mal à l'aise. Et j'ai décidé au bout d'une année d'abandonner la faculté et puis aussi vite que possible quitter la Pologne. Nous avons commencé à sentir l'antisémitisme à partir du moment où pendant la première guerre 1914-18, où l'Autriche a été battue et la Pologne a récupéré les pays qui a été partagé à cette époque-là en 3 pays, sous 3 régimes différents, un sous l'Autriche, l'autre sous l'Allemagne et le troisième en Russie. Nous avions à Przemyśl où j'habitais à cette époque-là, un lycée de jeunes filles, où il n'y avait pas de... C'était un lycée mixte, avec des catholiques, au point de vue religieux, catholiques, juifs, etc. Et ce n'est qu'au moment où la Pologne était souveraine, est devenue souveraine. Est devenue souveraine. Et les bonnes sœurs, ont créé un autre lycée où toutes les jeunes filles de notre lycée ont abandonné le lycée mixte et sont entrées sont devenues des élèves des lycées catholiques. Nous avons quand même pu réussir sous ce régime-là, entre nous, uniquement entre des juifs, il n'y en avait plus des chrétiens. Nous avons pu, je suis arrivée jusqu'au bachot, j'avais un bachot d'État. Enfin, nous n'avions eu aucun contact avec, en dehors de nos camarades juifs, on n'avait plus jamais contact avec d'autres camarades. Et quelle année j'ai rencontré Ava à ce moment-là? Attendez voir. J'étais en vacances j'ai déjà fini mes études universitaires en France. Et j'étais installée. J'avais le diplôme de chirurgien dentiste. J'étais en vacances à ce moment à Nancy, où
mes parents et mes frères habitaient. Et quand ils m'ont reconduit à la gare pour rentrer à Paris où j'étais installée, des amis communs m'ont présenté mon futur mari, Alexandre Trévous. Et bon, ben, nous sommes. Lui partait à Paris aussi parce qu'il travaillait à Paris. J'ai rencontré ma future femme, Bergabel, ici présente, par hasard. Je faisais mes périodes militaires à Strasbourg. J'ai pris le train Strasbourg-Paris et je me suis arrêté à Nancy pour voir des amis. J'avais des amis, très bons amis, et comme j'ai fait des études à Nancy, je voulais le voir. Alors il m'a accompagné à la gare, puisque je devais rentrer à Paris. Et à ce moment-là, il m'a présenté ma future femme, qui était avec sa mère. Et nous avons pris le train ensemble, sans autre chose. Et alors, je ne me rappelle plus exactement, je crois que nous n'étions pas dans le même compartiment. J'ai été assis et puis je lui ai cédé ma place parce qu'il n'y avait pas de place dans le train. Et puis quand nous avons fini le voyage, on est rentré à Paris, on s'est échangé des adresses et puis je suis venu un jour après notre rencontre chez ma femme, qui n'était pas ma femme à ce moment-là, et puis on a commencé à se fréquenter sans aucune intention future pendant à peu près 1 an et demi, et au bout de ce temps-là, on a décidé de se marier. La Russie, lorsque les armées rouges ont envahi la Crimée qui était où était avant l'armée blanche. Et quand il y a eu cette catastrophe, tous les bourgeois ont commencé à foutre les camps. Tous les pays européens ont envoyé les bateaux pour sauver les bourgeois et pour sauver l'armée blanche, ce qu'il en restait. Et j'ai habité à cette époque-là à Kerch, dans la propriété de ma grand-mère. J'ai été seul avec ma nounou. Et ma mère et ma grand-mère et puis toutes les familles étaient en villégiature à Yalta. Et alors les troupes communistes ont coupé la ligne de chemin de fer entre Sébastopol et Kerch, et j'étais donc sans nouvelles d'eux. Je ne savais pas quoi faire puisque tout le monde partait, c'était la grande panique. J'ai donc, je suis monté sur un bateau par hasard parce que j'ai vu un massacre de chevaux. C'est les Cosaques qui massacraient leurs chevaux pour qu'ils ne tombent pas dans les pattes des communistes. Et avant de les tuer, ils m'ont embrassé sur le museau parce qu'ils les aimaient beaucoup. Ils ont fait la guerre avec. Alors je suis monté sur un bateau, je crois que c'était un bateau grec. On m'a laissé monter, et puis je suis resté 3 jours sur ce bateau. Au bout de 3 jours, le bateau est arrivé à Constantinople. Alors les civils sont descendus, ils étaient mis à la disposition de la Croix-Rouge, et les militaires sont partis à Lemnos, à Gallipoli. Alors je suis resté à Constantinople sous la protection de la Croix-Rouge pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, je me suis engagé dans la marine comme mousse, dans un bateau russe, bateau de commerce russe. Et puis je naviguais pendant 1 an et demi. Et puis, au bout d'un an et demi, il fallait que j'ai un passeport pour pouvoir naviguer et sortir dans les ports sans difficulté. Et le consul russe à Constantinople a refusé de me donner le passeport en question parce que j'étais mineur et il a cherché mes parents. Alors, mon père était tué à la guerre, donc il ne pouvait pas le trouver, mais il a trouvé ma mère, qui était sur la liste des gens qui se cherchaient.
Alors, il m'a répondu qu'il ne peut pas me laisser sortir du consulat parce que je suis mineur et il voulait m'expédier en France pour rejoindre ma famille. Alors, il s'est mis en relation avec le consul de France à Constantinople et qui m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner le visa parce que j'étais apatride, étant donné que les réfugiés russes et puis je crois les réfugiés arméniens étaient sous la protection des Nations Unies et recevaient les passeports non sayés. Or, pour rentrer en France, il fallait avoir un passeport national et avec le passeport non sayé, il fallait avoir l'autorisation de K12C. Alors le consul m'a dit que le consul de France va demander l'autorisation de me délivrer le visa et ça peut durer très longtemps, ça peut durer 2 ou 3 mois. Alors j'ai demandé au consul qu'est-ce que je vais devenir à ce moment-là et il m'a répondu qu'il va me garder. Alors j'ai protesté vivement parce que j'aimais la vie de marin, je voulais rentrer sur mon bateau et il m'a bouclé. Il y avait 2 Cosaques qui m'ont enfermé dans une espèce de pièce là, qui servait de prix-bateau. Et ils m'ont bouclé, disons, et je suis resté avec eux là-bas pendant 3 ans. Alors, qui sont ces enfants, ces jeunes gens? Ces 4 personnes sont mes 3 sœurs et moi-même. Cette photo a été prise probablement pendant la guerre. 14-18, environ probablement 1915 ou 1916. Alors, vous voyez, moi je suis à gauche, et ensuite ma grande sœur Sylvie, qui est morte maintenant, d'ailleurs toutes mes sœurs sont mortes. Et au milieu, c'est la plus petite, c'est ma sœur Nelly. Et puis ensuite, la 3e, c'est ma sœur Eva. Ma mère, ma sœur aînée, Sylvie. Alors, ma mère était élève du conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg et elle était premier prix de conservatoire en 1900. Et ça, c'est la photo de la promotion. Votre mère, elle est où dans cette photo? Je vais vous le faire voir, ma mère est ici. À côté de ma mère, il y a le monsieur avec la moustache, c'est le célèbre compositeur russe Scriabin, qui était de même promotion que ma mère. Ça, c'est la promotion de 1900. Et là, alors, je vais vous faire voir. Votre père. Alors, mon père était diplômé de l'Académie militaire de médecine à Saint-Pétersbourg. Il a fait toute sa carrière militaire à l'Extrême-Orient et il était médecin à l'hôpital maritime au moment où les Japonais ont attaqué les Russes en 1905, quand la guerre russo-japonaise a commencé à Vladivostok. Et puis il était à Port-Arthur, pendant que Port-Arthur était entouré par les Japonais. Et il a été fait prisonnier en 1906, et puis il est revenu après en Russie, après un court séjour au Japon. Il était joueur, et il venait en France tous les ans pour aller à San Remo. Et il est mort à San Remo au moment où il a perdu beaucoup d'argent. Il a eu une crise cardiaque, il est mort. Et il a été enterré au cimetière de Gênes, de San Camposanto, parce qu'il n'y avait pas de cimetière juif à San Remo. Ça s'est passé en 1905. Et comme métier, il était propriétaire d'une affaire assez importante, de fabrication de bouteilles pour l'eau de Cels.
C'est le seul boisson à cette époque-là qui était popularisé. Et donc mon grand-père fabriquait les bouteilles. Vous pouvez nous montrer son portrait? Cette photo représente mon grand-père qui est mort en 1905, un an avant ma naissance. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый, влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам. C'est pour vous beaucoup de souvenirs. Кудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен. La première fois que vous êtes venu ici, quand vous avez construit la maison, c'était en quelle année? C'était en quelle année? C'était c'est mon mari qui pourra vous répondre parce que les dates, je ne les retiens pas. Oui. Mais ça, c'était au moment où j'ai vendu mon cabinet dentaire et je ne savais pas quoi faire avec cet argent-là. Alors, on a décidé d'acheter un terrain et par hasard, mon mari devait aller sur la Côte d'Azur pour les affaires de la SNECMA, pour sa boîte. Et puis alors je l'ai accompagné. Et puis pendant que lui travaillait, moi je visitais des différents endroits où je pourrais acheter le terrain. Et puis par hasard, on a cherché Antibes et puis les types avaient je n'arrivais pas à me décider. Et parce que je jurais que je ne reviendrai plus jamais sur la Côte d'Azur, tellement j'ai souffert, et une vingtaine d'années quand j'étais enceinte d'élèves. Ah oui. J'étais sur la Côte d'Azur, j'ai tellement souffert que je dis mais plus jamais je ne mettrai les pieds sur cette truc. Et puis comme quoi il faut jurer de rien. Je me suis dit, après tout c'est un coin ravissant, pourquoi ne pas, j'ai de l'argent, pourquoi ne pas en profiter. Alors c'était en quelle année, Ava, que vous avez acheté ici? C'était en 1952. J'ai entendu dire que vous avez beaucoup participé à la construction de cette maison, personnellement. Non. Pas à la construction, À à la la construction, remettre, non, mais enfin, pas à la construction. ce n'est pas moi je me suis pas occupé de la construction de la maison, c'était mon beau-frère qui avait une affaire, une petite affaire de travaux publics à Nancy, et il faisait en même temps les maisons préfabriquées. Alors un jour il est venu chez nous à Paris, et puis quand il a appris que nous avons acheté ici un terrain, il nous a proposé de construire la maison, il a fait ça. Et depuis ce temps-là, nous avons amené beaucoup d'amélioration. Bah oui, ça je vois bien. Parce que les maisons au départ, c'était effectivement une maison préfabriquée, mais je crois que par hasard, c'est quelque chose de bien parce que nous sommes ici sur une faille terrestre. Et si vous vous intéressez un jour au problème de tremblement de la terre, vous verrez que cette faille passe
pas loin de chez nous. Alors c'est dangereux. Elle passe de côté de Nice. Donc, Alors- ah oui, Alors, C'est- depuis longtemps déjà, je crois que les ministères ont préconisé construire les maisons plutôt sur pilotis pour que les gens ne soient pas écrasés. Mais c'est un hasard. Mon grand-père paternel avait une petite fabrique des appareils pour faire de l'eau minérale. Ce sont des bouteilles. Alors avant la guerre de 14, dans le 19e siècle, on fabriquait de l'eau minérale à la maison chez soi en mettant de carbure en morceaux. Dans cet appareil-là, on mettait de l'eau dedans et puis au bout d'une demi-journée, ça faisait de l'eau minérale sous pression. Alors il avait une affaire dans la ville de Kerch de ces appareils, mais c'était un homme qui aimait voyager et puis il aimait la vie probablement. Alors il laissait la gestion de la maison à sa femme, comme ça se faisait à l'époque. Et puis lui, il allait en Europe, en particulier en France. Et puis il jouait à la roulette, soit à Monte Carlo, soit en Italie, à San Remo. Et puis un jour, il a perdu une grosse somme d'argent et il est mort d'une crise cardiaque, assez jeune, je crois qu'il avait dans les 55 ans. Et comme il n'y avait pas de cimetière juif à San Remo, il a été enterré à Camposanto, à Gênes. Et nous sommes allés, ma femme et moi, nous sommes allés sur sa tombe il y a déjà fort longtemps. Bon, mais c'est celui dont on a vu le portrait chez vous, là, précédemment. Écoutez, je ne peux pas vous dire grand-chose à ce sujet-là parce que Sur la guerre de 14. quand la guerre de 14 a éclaté, j'avais 8 ans. Et j'ai été élève dans les classes préparatoires dans le lycée. Je m'en souviens de mon père au moment où il est parti à la guerre. Et tout le monde faisait des valises de mon père, enfin tout le monde. Je m'explique, ma mère surveillait l'opération et les deux ordonnances de mon père se disputaient entre eux pour mettre telle ou telle chose dans une valise ou dans une autre. Et moi, je me suis baladé avec le sabre de mon père qu'il devait porter, enfin à l'époque c'était l'usage que tous les officiers, même les médecins militaires portaient les sabres. Alors je baladais avec ça et puis je n'avais pas une vraie conscience de ce qui s'est passé. Et puis mon père est parti, puisqu'il était médecin militaire de cadre. Il est parti, il est premier, et puis il a été tué dans la bataille des frontières en 3 jours ou 4 jours après la guerre, en 14. Il était tué dans la Prusse orientale. Pendant la guerre de 14, comment tu l'as vécu et au début de la Révolution, de quelle façon vous êtes partis chacun de l'autre côté du monde, et c'est ça qui doit l'intéresser. Voilà, c'est ça, oui, puisque vous m'aviez raconté une fois. Non, mais pour moi, la vie n'a pas changé. Elle a changé pour ma mère, parce que maman a perdu son mari. Mais pour moi, il n'y avait pas grand-chose de changé, puisque j'ai été entouré de l'affection de toute la famille et de tous ceux qui habitaient chez nous. Donc, au début de la guerre, la population civile n'était pas affectée par la guerre parce que l'argent gardait toujours sa valeur et puis la vie continuait comme elle était. Mais au fur et à mesure où la guerre continuait, parce qu'elle a duré 4 ans pour nous, la situation devenait de plus en plus mauvaise sur le plan de ravitaillement. Alors, ma mère
vivaient dans des conditions assez favorables, confortables, mais quand même, même avec de l'argent, on ne pouvait pas acheter ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de produits qui sont disparus. Les usines, au lieu de travailler pour la vie civile, travailler, fabriquer les canons. Enfin, c'est un peu péjoratif ce que je dis là, mais c'est pourtant vrai. Oui. Et quand la révolution a éclaté, la première révolution, la révolution bourgeoise, lorsque le tsar a abdiqué, c'est le prince Lvov qui est devenu président du conseil. Alors c'était un gouvernement du centre, enfin c'était un gouvernement, le prince Lvov était un homme politique genre Herriot, il était radical, genre, enfin très libéral. Il aimait tout le monde d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il n'avait pas beaucoup de difficultés. Et comme la guerre a tourné de plus en plus mal pour les Russes, puisque pour des raisons politiques ou démagogiques, il y a beaucoup de mesures qui ont contribué à la désinfectation de l'armée. Par exemple, les soldats ne saluaient plus les officiers. Alors ça cabrait les officiers contre le gouvernement parce que ça ne s'est jamais vu, des choses pareilles. Et puis, comme la guerre devenait de plus en plus dure, alors il y a eu des déserteurs en pagaille qui quittaient le front et puis revenaient chez eux dans le village. Le pays était désagrégé et ensuite il y a eu une deuxième révolution. En Russie, c'était la révolution communiste. Alors à cette époque-là, il n'y avait plus rien en ville, il n'y avait plus rien à manger, pas grand-chose. Oui, vous m'avez raconté que vous n'êtes pas resté en Russie à ce moment-là. Non, je suis resté en Russie. Je vous parle de 1917. D'accord. Alors, j'ai quitté la Russie en 1920. Ah oui, exact. Alors, ma grand-mère avait une propriété vinicole à Kerch, c'est en Crimée. Une propriété agricole qu'il a héritée de son père, de ses parents, et puis c'est une propriété qui appartenait à la famille de ma mère depuis 3 générations. Eh bien, dis-le de quelle façon ton grand-père ta grand-mère est devenue propriétaire. Ça, c'est pas ma grand-mère. Mon arrière-grand-père était habité dans le nord de la Russie, dans un petit village où il y a eu beaucoup de juifs, mais ce n'était pas un shtetl, c'était une population mélangée. Et alors à ce moment-là, les juifs ne faisaient pas de service militaire. Et alors, comme l'armée avait besoin de soldats, alors l'empereur Nicolas Ier a décidé que les juifs doivent fournir, comme tout le monde, un contingent pour l'armée. À cette époque-là, l'armée était l'armée de métier. Alors on ramassait, pour aller dans l'armée, on ramassait les enfants de 7 à 12 ans en tirant au sort. Et on prenait 10% des gosses, on les enlevait complètement à la famille, aussi bien dans la famille juive que dans la famille russe orthodoxe. Et puis on les envoyait dans les régiments, genre régiment de Boy Scout. On les apprenait à lire, à écrire, un peu d'arithmétique. Et puis à l'âge de 21 ans, ils étaient complètement coupés de la famille. Et à l'âge de 21 ans, ils rentraient dans l'armée. En général, au bout de peu de temps, ils devenaient sous-officiers. Et ils restaient dans l'armée 25 ans. Ils étaient russifiés, Sans être quoi, pendant les 20 ans. On les a russifiés, c'est dans ce but-là
qu'on a amené les enfants, non pas par persécution, mais pour se créer une armée russe qui est élevée dans l'amour de sa patrie russe. Et puis au bout de combien, 14 ans je crois. 25 ans. 25 ans. À 21 ans, il devenait militaire et il restait militaire pendant 25 ans. Bon, et après, il était libéré. Après, il était l'homme libre, les gens libres. On leur donnait, pour ceux qui voulaient, on leur donnait de la terre, autant de terre qu'ils pouvaient cultiver eux-mêmes. Et alors, mon grand-père a fini son service dans une forteresse à Kerch, au bord de la mer d'Azov, au droit de la mer d'Azov et mer Noire, parce que c'est le Détroit. Et la ville de Kerch commandait ce Détroit. Il y avait là-bas une forteresse pour empêcher les Turcs de rentrer dans la mer d'Azov. Alors mon arrière-grand-père donc a fini son service là-bas. Et c'est un pays genre Côte d'Azur, plus sauvage bien sûr, mais enfin genre Côte d'Azur au point de vue climat. Comptez tout à l'heure parce que j'avais pas pu filmer, il me manquait Oui, une cassette. bien sûr, il y en a beaucoup de choses enfin, je vais les ramasser en quelques phrases. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, et tous les hommes, mon père et puis tant d'autres qui étaient aptes pour faire le service militaire, qui après le service militaire ont été mobilisés. Et puis, mon père a été, pendant que mon père a été mobilisé, mon oncle, les deux oncles ont été mobilisés ailleurs, et puis la population civile devait quitter la ville parce qu'on s'attendait qu'on sera d'abord envahi par les Russes, et on avait peur des Cosaques, quand je pense qu'entre-temps, mais c'était, vraiment, on y croyait qu'on va violer des civils, etc., etc. On a raconté beaucoup de choses. Alors, le régime autrichien a obligé toute la population, pour les protéger, on était obligé de quitter la ville, et puis on nous a envoyés dans un train très peu confortable, avec toutes les familles en Tchécoslovaquie, qui étaient encore sous le régime tchécoslovaque à ce moment-là. Et puis alors là, ça a duré assez longtemps, pendant 7 jours, où nous avons évidemment vécu assez difficilement, où j'étais, comme je vous ai dit, couché dans le wagon au-dessus de la place dans les bagages. Et puis mon frère était assez plus âgé. C'était le plus jeune qui était encore très petit, naturellement. Bref, ça s'est bien passé, le voyage quand même. On nous a débarqué dans un village tchécoslovaque où la population était très chaleureuse. Nous sommes arrivés à 2 h du matin au bout de 7 jours de voyage, et toute la population, je ne me rappelle pas le nom, c'est dommage, toute la population nous attendait avec des cafés chauds, avec des thés, Moi, depuis ce temps-là, je garde un très bon souvenir de la population tchécoslovaque. Ils étaient très, très chaleureux et ils nous ont reçus vraiment à cœur ouvert. Ça nous a mis un petit peu les bombes dans le cœur. Et puis, comme on avait de la chance de rencontrer la propriétaire comment ça s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un très grand prisonnier où il y avait toutes sortes de choses. Et puis la Croix-Rouge a envoyé des paquets avec des choses à s'habiller, etc. Bien, alors, par intermédiaire de cette dame-là, on partageait, ma mère et ma tante faisaient des colis pour les distribuer à toute la population qui n'avait rien non plus. Bon, et puis là, on a vécu
un an, c'était donc en 17, de 17 à 18. Et nous sommes rentrés, oui, c'était en 17. Et aussitôt qu'on a pu rentrer, que notre ville a été libérée, on est rentré, toute la population de ce village est rentrée à domicile. Et puis une fois rentré en Pologne, et bon, ça c'était un épisode pendant c'était encore je crois avant, oui c'était peut-être après, où ma mère alors en arrivant, il fallait qu'elle vive de quelque chose, alors elle s'occupait des magasins, de la quincaillerie de mon grand-père. Ma grand-mère était malade, mais très très gentil avec nous. Grand-père était très gentil, bon viveur, c'est vrai, avait toujours un sourire et une bonne plaisanterie. C'était un juif qui pratiquait à moitié, c'est-à-dire aller les vendredis soirs les samedis à la synagogue, mais les autres jours, il avait parfois même des plaisanteries cocasses, vous savez. Il était sympa. Mon frère plus jeune avait beaucoup de plaisir d'écouter ces histoires-là. Il était toujours très chaleureux et très amusant. Bon, mais seulement il avait une faute, il avait la marotte de créer d'aider, de créer et d'aider le Talmud Torah. Et d'ailleurs, Mathieu a trouvé un livre qu'il m'a montré il n'y a pas longtemps, et où il y a mon grand-père avec la Talmud Torah qu'il a construit, et on en parle de lui, qui entretenait qui animait les Talmud Torah juifs. Et nous, on avait le lycée. Moi, j'étais au lycée polonais. Et quand l'Autriche a été démembrée, les Polonais sont venus au pouvoir et la terreur a commencé du jour au lendemain. Alors, la terreur n'était pas tout de suite partout, mais déjà il y avait un acte d'antisémitisme de séparer les lycées, de les partager en deux, c'est-à-dire des élèves d'origine catholique étaient accueillis par les bonnes sœurs qui ont créé un deuxième lycée. Et dans notre lycée, ils ne sont restés que des juives. Des juives qui avaient les moyens d'envoyer leurs enfants, enfin des parents qui pouvaient, c'était des médecins, des intellectuels qui sont restés pendant que tout le reste est parti. On avait un professeur, professeur Rosé, je me rappelle, c'était le professeur d'allemand qui m'a appris beaucoup la langue allemande. Il était très strict, il fallait beaucoup travailler. Il y avait un professeur femme, une juive, tout ça, vous voyez, on vivait dans un milieu juif, mais dans un milieu juif sympathique, où on ne faisait pas de la religion, on n'attachait aucune importance à la religion, mais à s'instruire. Et alors, elle nous a amenés dans ce lycée jusqu'au Bachot. Alors, entre-temps, pour arriver jusqu'au Bachot, il fallait vivre. Alors, pour vivre, évidemment, ma mère s'est arrangée pour que les trois familles puissent exister. Et puis, entre-temps, mon père, la guerre n'était pas encore terminée à ce moment-là, je crois, et les malades, les prisonniers en Russie, de Russie étaient renvoyés dans leur domicile, ça ne marche pas, étaient renvoyés dans leur maison, dans leur foyer, parce que ceux qui étaient vraiment malades, mon oncle n'a pas été renvoyé tout de suite, il se portait bien, il était jeune. Mon père était 3 quarts paralysé. Quand il est revenu comme
comme prisonnier. Et à ce moment-là, je me sens pas très... Je n'ai pas une conscience très bonne. Parce que c'était un malade il était très malade et exigeant en même temps. Il faut croire qu'il ne se rendait pas compte. Il avait la voix déformée, il ne pouvait pas se déplacer, il voulait absolument rester à la maison et que sa femme doit s'en occuper de son mari, etc. Et puis moi, je vivais entre les pleurs et les disputes, et moralement, j'en garde un souvenir très dur. Et puis, entre-temps, au bout d'un certain temps, comme il était à l'hôpital, toujours à l'hôpital militaire, ma mère ne pouvait pas s'occuper du magasin, ne pouvait pas aller le voir. C'est moi, l'aîné, qui avait probablement à ce moment-là 14 ou 15 ans, devait aller à l'hôpital, d'un côté pour voir mon père, d'autre part pour entendre la critique de tous les soldats qui étaient dans la même chose, qui trouvaient avec mon père que la femme ne se montrait pas, qu'elle envoie une fillette et elle-même elle ne vient pas, qu'est-ce que c'est comme ça. Moi j'ai vécu à ce moment-là un très mauvais moment. Alors d'un côté, ça me faisait mal au cœur de voir mon père dans cet état. D'autre part, je voyais ma mère qui n'arrivait pas à contenter tout le monde en travaillant très dur. Et puis j'avais des amis ça me faisait un peu plaisir d'avoir des amis avec lesquels j'avais un très bon contact. Et il y en avait un dont les parents étaient avocats dans un petit, à la campagne. Et pour passer des vacances, je les ai passées chez eux. Ou alors, il y avait une autre dont le père était avocat. Et puis, il y a un troisième qui était directeur de la banque. Alors, vous voyez, je me suis trouvée déséquilibré entre ceux qui vivaient largement et entre ceux qui devaient se refuser de tout. Alors, quand je rentrais de l'école, par exemple, ma mère ne pouvait pas faire à manger parce qu'il fallait qu'elle soit au magasin. Alors, moi, l'aînée, il fallait que je m'occupe de préparer à manger, etc. Par force de choses, non pas parce que je voulais le faire, il fallait le faire. Bon, mais ça, c'était la première jeunesse, vous voyez, jusqu'au Bachot. Oui, entre-temps, mon père a été envoyé par les temps des Autrichiens encore, avant que la Pologne apparaisse, a été envoyé dans un hôpital à Vienne, dans un hôpital militaire à Vienne. Et puis alors, mes grands-parents habitaient ont quitté la Pologne, l'Autriche avant la guerre, et ils habitaient Vienne aussi. Alors, ils ont fait des reproches terribles à ma mère qu'elle ne vienne pas à Vienne pour s'occuper de son mari qui était à l'hôpital. Et bon, elle se défendait comme elle a pu, et à force d'entendre des reproches, elle a ramassé ses enfants et est allée avec nous à Vienne pour voir mon père. Alors j'étais toujours, vous voyez, révoltée contre tout le monde, et révoltée que des disputes entre les uns et les autres, les réclamations des uns et des autres. Je n'arrivais pas je ne supportais pas voir des gens pleurer, se disputer. Alors pour avoir la paix, j'étais d'accord avec tout le monde. Et puis c'est peut-être ça qui m'a rendu, vous voyez, après, la vie plus facile à supporter. Mais en tout cas, je ne garde pas un bon souvenir de mon enfance jusqu'à ce que j'ai quitté la France, la Pologne. Bon, parce qu'entre-temps, évidemment, nous avons
personnellement, évidemment, c'était plutôt moralement, on souffrait qu'on vivait dans un ghetto. Je ne connaissais pas, tout en étant polonaise, avec une langue maternelle polonais, parce qu'on parlait polonais chez nous. Il n'y avait pas la religion, on pratiquait très peu la religion, c'est le grand-père qui pratiquait la religion. Et encore très, très, très gentiment, sans exagération. Bon, eh bien, j'ai fini par avoir... Nous avons quand même souffert moralement parce qu'on n'avait pas les mêmes droits que les autres, etc. J'avais mon bachot, j'étais soulagée, j'ai dit cette fois-ci, je quitte la Pologne. Voilà. Comme mon mari a quitté le régime soviétique, moi j'ai décidé de quitter la Pologne. Vous pouvez nous raconter comment vous avez quitté la Russie? J'ai quitté la Russie avec beaucoup de regrets. Mais c'était une question de circonstances. L'affaire dont je vous parle maintenant est une vieille histoire. Ça, c'est dû à l'époque où l'armée blanche, qui avait géographiquement ses points d'appui dans le sud de la Russie et en Crimée, a été battue par les Rouges. Et ils ont occupé toute la Russie. Alors nous avons vécu pendant toute la guerre civile, ça veut dire pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, nous avons vécu dans la propriété de ma grand-mère, qui avait une très belle maison et une grande vigne qui lui permettait de vivre très confortablement. Alors, ma grand-mère avait l'habitude d'aller en villégiature au mois d'août, début de septembre. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de danger encore sur le plan militaire, alors elle est partie avec ma mère et mes tantes à Yalta pour faire une cure. Et moi je suis resté dans la maison de ma grand-mère avec ma nounou. Puis à ce moment-là, les communistes ont profité que ma grand-mère était partie à Yalta, ils ont percé le front et puis ils ont bousculé l'armée blanche. Vous aviez quel âge? J'avais à cette époque-là 13 ans. Et je suis donc resté seul avec ma nounou. Et comme les lycées étaient fermés, puisque tout le monde foutait le camp, c'était la grande panique, tout était fermé, les bourgeois foutaient le camp, et puis l'armée s'évacuait aussi par les bateaux. Et tous les pays du monde ont envoyé des bateaux pour sauver la population bourgeoise qui voulait fuir les combats. Alors moi j'ai passé mon temps à la plage. C'était une vie assez agréable que je menais, je ne foutais plus rien, je n'allais pas au lycée. Alors j'ai été choyé par ma nounou là, qui s'occupait de moi, nous étions seuls avec elle à la maison. Et moi j'allais à la plage toute la journée, je restais à la plage. Alors un jour avant que les communistes sont arrivés chez nous, j'ai été à la plage et j'ai vu un régiment de Cosaques. Les Cosaques sont arrivés, ils descendaient de leurs chevaux, ils embrassaient les chevaux dans le museau et puis ils les tuaient à coups de carabine dans l'oreille. Alors, moi j'ai vu ce spectacle, ils étaient vraiment... Qu'il ne tombe pas entre les mains des communistes. Émotif et heureux, c'était une véritable horreur à voir des montagnes de cadavres de chevaux qu'on embrassait avant de les faire tuer. On faisait ça pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des communistes. Alors je suis rentré à la maison et puis j'ai dit à ma nounou qu'il faut partir parce que les Cosaques tuent leurs chevaux, même qu'ils ne tombent pas dans les mains des communistes. Alors il n'y avait pas de raison que nous on reste parce que on va tomber chez les sauvages.
Alors moi, ma nounou m'a dit qu'elle est née dans ce pays, il veut mourir dans ce pays, mais moi je dois partir. Alors elle m'a embrassé, elle m'a béni et je suis allé sur le quai. Alors je suis arrivé sur le quai, il y avait un bateau grec qui est arrivé pour prendre les réfugiés. Alors je suis monté sur ce bateau et à l'entrée il y avait un sentinelle, un russe, un militaire, qui demandait des papiers aux gens. Alors moi j'avais pas de papiers, j'avais rien du tout. J'avais une culotte courte, j'avais rien, c'était l'été. Alors il m'a demandé qu'est-ce que tu viens faire ici. Alors j'ai dit je ne vais pas rester ici. Il demande pourquoi. Je dis je ne vais pas rester avec les communistes. Il m'a dit tu as raison, monte sur le bateau. Alors je suis monté sur le bateau. À 12 ans. Le bateau est arrivé à Constantinople au bout de 3 jours. C'était un bateau des Blancs, des Russes blancs. Oui, je m'en Non, doute. c'est pas Russes blancs, c'est les Grecs qui ont envoyé. C'était toutes les nationalités qui ont Grecs. envoyé. C'était un Ils ne bateau font pas les rouges. Non. Alors, je n'avais rien mangé pendant ces 3 jours. Il y avait une petite vieille charitable qui m'a donné au bout de 2 jours un verre de lait. C'est tout ce que j'avais. Et puis on est arrivé à Constantinople. Alors là-bas, on a séparé les militaires des civils. Les militaires sont partis dans les camps où ils étaient internés et puis ils continuaient à vivre en tant que militaires. Parce qu'à cette époque-là, Constantinople était occupée par l'armée alliée en 1920. Et il y avait surtout une occupation française et anglaise. Et il y avait d'autres nationalités là-bas aussi. Alors, j'ai été pris en charge par la Croix-Rouge internationale. Nous étions séparés donc des filles, parce qu'il y avait des enfants, des filles et des garçons, qui étaient abandonnés comme moi. Et on a séparé donc les sexes pour ne pas avoir des accidents. Et nous étions logés donc à l'hôpital turc, qui était évacué, donc bien sûr, pour nous loger. Nous étions très nombreux. Et j'ai vécu là-bas pendant environ 6 mois et demi, c'était en 1920. Et toute la journée, alors nous touchions une pension de la Croix-Rouge, on touchait 20 piastres par jour. C'était beaucoup d'argent, moi qui n'avais jamais d'argent, j'avais besoin d'argent. Alors avec ça, j'ai acheté des cigarettes, j'ai commencé à fumer. À 13 ans, on va parler, la J'ai belle commencé à vie. fumer. Puis, qu'est-ce que je faisais? Oh, je faisais rien, aucun mal. J'allais toute la journée à la foire. Il y avait une foire à côté dans la partie européenne de Constantinople, dans la partie européenne. C'était genre foire de trône. C'était très beau. Alors, je passais toute ma journée là-bas. Alors, je tirais à la carabine, je faisais tas de trucs là. C'était inoffensif. Et en même temps, je vis là-bas des choses qu'on ne voit pas à l'Occident, des choses extraordinairement intéressantes, jolies. J'ai vu par exemple les combats des scorpions. C'était où exactement ça? Hein? C'était où? À Constantinople. Constantinople. J'ai vu le combat de scorpions, j'ai vu le combat de chiens, j'ai vu la course des puces, j'ai vu la course des ânes en reculant, avec partie mutuelle. J'ai vu tas de choses là qu'on ne doit pas voir, qui ne sont pas très convenables. Et puis un jour, j'étais en train de tirer à la carabine, et puis il y avait quelqu'un qui m'a touché à l'épaule et qui m'a demandé si je n'ai pas honte. Je lui ai répondu, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je n'étais pas poli. Alors j'ai continué à tirer, quand j'ai fini, je me suis retourné, j'ai vu un officier russe, un officier de marine. Alors je donnais une petite explication, comment il a su que j'étais russe, parce que c'était déjà au mois de décembre, probablement il faisait froid, et les Anglais ont
donné, fait cadeau à tous ces enfants russes mâles. On donnait les habillements militaires anglais parce que la guerre était finie, ils ne savaient pas quoi faire avec. Alors, ils nous ont donné. Donc tous les enfants qui étaient habillés en soldats anglais, c'était des Russes. C'est comme ça qu'elle m'a reconnu. Alors, quand j'ai vu que c'était un officier de marine russe, je me suis excusé. Et puis, il m'a demandé, est-ce que vous voulez venir travailler chez moi? J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais rien faire. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de vous sachiez quoi que ce soit. Le seul travail qu'on vous demande, c'est de laver le pont les matins, Faire les mousses. nettoyer toutes les parties en bronze sur les machines, et puis faire marcher la grue à vapeur quand on est arrivé dans le port. Moi, j'ai accepté, et je suis resté sur ce bateau qui s'appelait la Sainte-Hélène, et qui a été navigué sur le pavillon français. Je suis resté environ 12 ans. Et puis en 1923... 2 ans, hein? 2 ans. 2 ans et demi, probablement, je m'en souviens plus. Alors, quand j'avais 14 ans et demi, j'avais besoin d'avoir un passeport. Pas un passeport, une carte d'identité de matelot qui me permettait de descendre dans le port. Et parce que les bateaux sur lesquels je travaillais faisaient du cabotage. Alors j'étais donc au consulat russe pour demander qu'il me donne ses papiers. Alors le consul russe m'a demandé où sont mes parents et quel âge que je lui donnais mon âge. Il m'a demandé où est votre père. Je dis mon père était tué à la guerre. Où est votre maman? Je dis je ne sais pas. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne sais pas. Alors il a dit, écoutez, vous êtes mineur, je n'ai pas le droit de vous laisser partir, ni vous donner des papiers. Je vais me renseigner si vos parents ou quelqu'un de votre famille est parti à l'étranger. Et à cette époque-là, le consulat russe était le siège d'une espèce de bureau de renseignement où les gens qui se cherchaient pouvaient se retrouver. Il y avait des listings de tous les gens, ce n'était pas le listing, à l'époque il n'y avait pas de listing, mais il y avait peut-être 500 000 ou 600 000 personnes qui cherchaient la famille, les parents, les enfants, n'importe quoi. Et figurez-vous qu'il a trouvé ma mère, mon oncle, ma grand-mère, en France, à Paris. Alors comment ils ont pu les trouver? C'est parce que ils étaient à Yalta, donc ils ont quitté la Russie, non pas par la ville de Kerch comme moi, mais par Sébastopol. Et ils étaient évacués sur un bateau français qui les a amenés à Marseille. Donc ils n'avaient pas besoin de formalités pour rentrer en France. Et ils s'étaient installés donc à Paris. Et ils ne savaient pas ce que je suis devenu. Et probablement, à tout hasard, là, ils ont demandé. À cette époque-là, c'était Nansen qui était commissaire de la Société des Nations pour les réfugiés. Les réfugiés, c'était des Russes et des Arméniens. Alors, il a trouvé mon nom. Et puis il m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir, je n'ai pas le droit de le faire puisque vous êtes mineur. Alors je vais vous envoyer en France. Alors je lui ai dit, je ne veux pas. Il dit, on ne vous demande pas si vous voulez ou vous ne voulez pas, ben, je vous envoie en France parce que c'est mon devoir. Il avait la belle vie, faisait ce qu'il voulait. Alors, il a fait venir le capitaine qui est venu. Et il lui a demandé combien de temps je suis resté sur son bateau. Avant, il m'a demandé si j'étais payé. Alors je dis non. Ah bon? Alors il a fait venir le capitaine qui est venu. Et puis il lui a dit, vous n'avez pas payé à votre mousse pendant 2 ans et demi. Alors quelle est la somme que vous lui devez? Alors il a dit, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. Finalement, il m'a donné 5 000 francs. 5 000 francs français, c'était énorme. Enfin, pour 2 ans, c'était pas beaucoup. 2 ans et demi. Et alors, il m'a dit, je ne peux pas vous laisser partir. Je vais vous garder tant que le consul de France ne vous donnera pas le visa.
que je ne pouvais rien faire parce que j'ai été arrêté par les Cosaques qui gardaient le consulat et ils m'ont enfermé. Je suis resté là-bas au consulat pendant 3 jours. Alors je joue aux cartes avec mes geôliers et souvent j'attendais mon sort, je ne savais pas ce que je vais devenir. Alors au bout de 3 jours, le consul m'a appelé pour me dire que les réfugiés russes et arméniens n'ont pas le droit, le consul de France à Constantinople n'avait pas le droit de donner les visas sans autorisation de Paris pour les réfugiés. Ça veut dire les gens sans patrie. Et je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Et il a dit, le consul a promis de faire la démarche pour que le visa vienne du Quai d'Orsay de Paris. Alors j'ai demandé combien de temps ça va durer. Il dit, ça je ne peux pas vous le dire, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Il dit, je vous garde. Alors je dis, mais non, mais ça ne va pas. Alors il m'a dit, écoutez, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire. Et il y a en Bulgarie un lycée russe qui a été formé par toutes les Britanniques militaires russes qui étaient évacués quand les communistes sont arrivés. Alors je vous envoie là-bas, vous allez donc rentrer là-bas au lycée, c'est un lycée, et puis vous allez faire votre bachot, et puis après vous allez rentrer en France dans votre famille. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je vais rester avec mes Cosaques à jouer aux cartes pendant 6 mois, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai accepté. Et le consul, pour être sûr que je ne fiche pas le camp, il m'a fait accompagner jusqu'à la frontière grecque, parce qu'on passait par Adrianople, par un de mes geôliers. Ça a coûté très cher au consulat. Mais c'était un honnête homme. Alors je suis arrivé donc dans mon lycée et je suis resté là-bas 3 ans. Je suis resté en Bulgarie. Hein? En Bulgarie. En Bulgarie. Je suis rentré donc en 5e, mais chez nous c'était inversé. Les 8e classes c'était les petites classes. Et les classes où on préparait le bachot c'était le premier. Donc je suis resté 3 ans là-bas. Et c'était un lycée extraordinaire. Et tout ce que j'ai appris et tout ce que je connais sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux, je le dois à ce lycée. Parce que les élites intellectuelles russes qui ont foutu le camp étaient sans boulot. Donc ils cherchaient à se caser quelque part. Et c'est comme ça, par exemple, que mon prof de maths était professeur d'artillerie à Saint-Pétersbourg. Donc c'était un type qui était plus que matheux, il était très, très fort en maths. Et moi j'étais fort en maths d'ailleurs aussi, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils font les Français, parce que les lycées russes n'étaient pas... des facilités pour comprendre. Oui, mais d'accord, mais c'était pas ça. Le lycée russe c'est un lycée qui enseignait la culture générale et ne préparait pas les gens pour une spécialisation quelconque. Donc nous avons fait du latin, du grec pour ceux qui voulaient. Nous avons étudié la littérature russe, la littérature étrangère. C'était pas un lycée, c'était un paradis culturel. Et je suis resté là-bas 3 ans et tout ce que je connais, je le dois à ces gens-là. Et sur le plan, je dis ça comme ça parce que d'habitude on pose des questions, il n'y avait aucun problème d'antisémite là-bas. J'étais très bien vu par tout le monde. J'avais plein de copains là-bas que j'ai gardés jusqu'à la fin de ma vie. Et bon, alors... quand en 1925, j'ai reçu le visa que ma mère m'a envoyé de France à Sofia. Je suis allé à Sofia et puis là-bas je suis venu en France et puis je fais mes études en France. Alors quand je suis arrivé,
j'ai perdu le contact avec la famille, j'ai vécu tout seul pendant très longtemps. Alors j'ai pris, non pas de mauvaises habitudes, mais j'ai craché sur le tapis quand après avoir fumé. Alors, ça n'a pas plu à ma bien. J'avais des ennuis de ce genre-là. Comment faire sur le bateau là? Alors ils ont décidé de m'envoyer dans un lycée dur, parce que la seule carrière que je pouvais épouser en France, c'était le métier d'ingénieur. Et comme j'étais fort en maths, ce n'était pas une difficulté pour moi. Mais je n'avais pas de connaissances mathématiques qu'avaient mes camarades qui ont fait le bac mathématique. Mais j'étais beaucoup plus fort que dans toutes les autres matières, mais en maths, notre programme n'était pas aussi développé. Alors, j'ai rattrapé tout le monde. Alors, ils m'ont envoyé sur le conseil éclairé d'un parent à moi, M. Pecker. Ils m'ont envoyé à Nantes, au lycée de Nantes. Et alors là-bas, j'ai eu une bourse de 300 francs par mois, et je suis resté 2 ans. J'ai voulu rentrer à l'école centrale. Alors, à cette époque-là, l'école centrale, pour entrer à l'école centrale, il y avait 2 examens à passer. Un examen en première année, et puis un autre, si vous êtes reçu, en deuxième année. Alors, ça s'appelait Centrale A ou Centrale B. C'était en quelle année, ça? C'était en 25. 27, tu as dit. Non, 25, je suis rentré au lycée en 25. Et alors, j'ai pas pu continuer parce que j'ai été mal conseillé, étant donné que l'école centrale était à cette époque-là une école privée. Et pour faire des études là-bas, il fallait payer 5 000 francs par an. Or, comme je touchais en tout et pour tout 300 francs par mois, donc il aurait fallu que je ne pouvais pas faire autre chose que chercher une autre école. Et là, le prof de maths m'a dit qu'il y a une très bonne école à Nancy, qui est, pour ainsi dire, mondialement connue. C'était l'Institut électrotechnique de Nancy, et que c'est une très bonne école. Les études durent 3 ans, et puis il faut passer le concours d'entrée, qui correspondait à Centrale A, oui, c'est l'examen que je passais, et donc j'ai été reçu. Donc j'ai pu rentrer à l'Institut électrotechnique de Nancy en 1927. Et je suis resté 3 ans là-bas jusqu'à 1930. Et je suis sorti avec le diplôme d'ingénieur électricien. Voilà. Alors mon père était médecin militaire. Il était élève à l'Académie militaire de médecine, un établissement très confortable. Et puis il est rentré dans l'armée donc avant 1900, ça veut dire vers 1895 probablement, enfin je ne connais pas exactement. Et il a été envoyé tout de suite à l'Extrême-Orient. Et il a commencé sa carrière militaire d'abord à Carbine, ensuite à Port-Arthur. Et Port-Arthur était une forteresse maritime. Et ils avaient des très fortes fortifications du côté de la mer, mais rien du côté de la terre. Alors quand la guerre a éclaté, mon père était donc à Port-Arthur, et les Japonais ont attaqué les Russes sans déclaration de guerre. Ils ont fait la même chose à Scapaflow, aux Américains. Des Japonais. Alors, la nuit où ils ont attaqué, mon père était de service à l'hôpital maritime. Et les officiers étaient au bal chez le gouverneur. Et puis le matelot était dans les différents établissements peu convenables. Alors, donc, quand la marine russe a été torpillée dans l'espace de 3 minutes, parce que c'était des bateaux à cette époque-là qui n'avaient pas les séparations
entre les parois. Donc quand l'eau pénétrait sur un bateau, tout le bateau est rempli de l'eau et il se retournait. Alors c'est ce qui est arrivé. Et alors les grands-ducs qui commandaient l'escadre russe, commandés sur papier, étaient souffrants. Donc il n'est pas allé au bal du gouverneur, il est resté sur le bateau. Et heureusement pour lui qu'il est resté sur le pont. Alors quand le bateau s'est retourné, il est tombé dans l'eau et il ne savait pas nager. Alors les matelots qui sont tombés avec lui l'ont soutenu pendant peu de temps d'ailleurs, soutenu pour qu'il ne coule pas. À ce moment-là, il y a eu l'alerte et puis les vedettes de la marine commençaient à sortir pour sauver les gens qui sont tombés dans l'eau. Alors mon père a sauté sur la première vedette là, qui est partie. Et le premier client qu'il a eu, qui est sorti de l'eau, c'était le grand-duc. Ah, il est bien choisi. Il a eu de la chance. C'est vrai qu'il a eu de la chance. Bon, alors il était mourant et ses poumons étaient remplis d'eau et puis il ne respirait plus. Alors mon père lui a fait ce qu'il fallait faire. Ouais, comme il était Et puis médecin. il est revenu à la vie, il lui a sauvé la vie. Rappelez-moi en quelle année c'était? C'était en 1904. C'est encore avant la guerre, Alors, mais de ce siècle quand même. Il a eu les remerciements de la famille impériale. Il a eu la croix de guerre, qui est la décoration militaire russe la plus élevée, la croix de Saint-Georges, avec épée. Et il a eu d'autres décorations. Enfin, il est tombé dans un paradis sans le vouloir. Alors, après, quand la guerre était finie, Port Arthur est tombé dans les mains des Japonais. Et donc, mon père a été fait prisonnier par les Japonais. Il est resté au Japon, je crois, 8 mois, pas plus. Et puis, il a été évacué. À cette époque-là, il y a eu la paix qui a été signée entre les Russes et les Japonais. Et donc les prisonniers de guerre étaient évacués en Russie par les Américains, par les bateaux américains. Alors quand il est revenu, il a été pas invité, enfin il a reçu l'ordre de se présenter à Saint-Pétersbourg auprès de l'impératrice veuve, ça veut dire qui s'occupait des problèmes sanitaire de l'armée. C'était une princesse danoise qui était mariée avec l'empereur Alexandre III. Et c'était pas son fils, c'était son neveu, le grand-duc. Alors, donc mon père s'est présenté là-bas et mon père était un homme. C'était un homme, il était très gentil, paraît-il, et puis il plaisait aux femmes. Alors, Peu importe, allez-y. alors l'impératrice veuve avait beaucoup de... Enfin, je n'enseigne rien, mais enfin, il avait de très bonnes relations avec mon père. Il a demandé à mon père qu'est-ce qu'il désire. Alors à cette époque-là, il faisait la cour par correspondance avec ma mère, qui était élève au conservatoire de musique de Paris, de Saint-Pétersbourg. Donc il a été nommé dans un hôpital militaire pour les officiers, genre hôpital de Val-de-Grâce, mais en plus joli, plus important. Et il est resté là-bas jusqu'à la guerre. Puis il s'est marié, et mon père il a eu une belle vie. Et il est mort, il a été tué pendant le troisième jour de la guerre par les Allemands à la bataille de Tannenberg. Ceci dit, vous avez bénéficié des privilèges qu'il a eus. Mais oui, Absolument. J'ai eu jamais aucun problème. Et j'ai toujours aimé la Russie. J'ai jamais été humilié ou
persécuté par Mais personne. comme juifs, ils avaient le droit, tous les juifs n'avaient pas le droit de vivre à Non, mais c'est une Saint-Pétersbourg. autre affaire, ça. C'est une affaire administrative. Non, non, J'ai une j'ai chose à jamais demander. été... Qui est-ce qui est mort au 3e jour de la guerre? Hein? Son père. Mon père. Mais je croyais qu'il était mort de fièvre typhoïde dans un hôpital militaire. C'était pas mon père, c'est mon oncle qui est mort. Je croyais qu'il Comment il s'appelle, dirigeait un hôpital militaire au sud en Crimée et Non, qu'il pas est mort du- d'une fièvre typhoïde. Mais non, il ne dirigeait pas. Qu'il a dans un hôpital militaire, c'était Il Nelly qui était à m'avait dit ça. l'hôpital militaire, Qu'il mais qu'il commandait un hôpital de campagne et qu'il est mort. il n'y avait pas de guerre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu racontes là? Il s'agit de la guerre de 14-18. La guerre de 14-18. Et la guerre de c'est pas 14-18 était finie déjà en 17 C'était pour nous. avec le Japon, Hélène. Ça va, en Quoi, guerre. en 17 qu'il était Pas mort en au moment de la 17. guerre de 14-18 de fièvre typhoïde. Non, Bah, c'est ce que C'était Nelly pas- m'avait dit. c'est pas lui qui est mort, c'était mon oncle qui est mort. Et il était médecin aussi? Il était médecin aussi. Il avait son frère qui était médecin? Non, c'était le frère de ma mère. Ah, bon, ça y est, peut-être une confusion qu'elle a faite, mais elle disait ça, que son père était mort de fièvre typhoïde. Et alors, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mais j'ai eu toute ma vie des très bonnes relations avec mes camarades. Et en principe, tous mes camarades étaient russes. Il y avait des juifs parmi eux, bien sûr, mais j'ai jamais ressenti le moindre animosité de leur part du fait que j'étais d'origine juive et que j'ai jamais renié ma religion. Quand j'étais sur le bateau, un jour, notre bateau est arrivé à Burgas, en Bulgarie. Et c'était le jour de Yom Kippour. Alors j'ai demandé au capitaine l'autorisation de descendre pour aller à la synagogue. Alors, c'est pas que j'étais religieux, je n'étais pas religieux du tout, mais enfin, je voulais voir les gens là-bas. Alors, cette communauté juive bulgare, ce sont des juifs séfarades qui ont quitté l'Espagne au moment de l'expulsion des juifs. Ils sont partis en Turquie et puis ils se sont répandus ensuite dans toutes les villes occupées par les Turcs, comme le Bulgarie était occupée à cette époque-là par les Turcs. Il y avait une grande communauté juive aussi bien à Sofia qu'à Varna et à Burgas. Alors le bateau était à Burgas et donc je suis rentré là-bas, j'étais habillé en matelot. Ma présence a fait un peu sensation. Ah, puis j'étais très jeune, quoi. Alors, mais seulement j'étais grand et puis je paraissais plus que mon âge. Alors quand l'office était terminé, ils se sont arrachés tous pour m'inviter pour le Seder. Alors moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient entre eux parce qu'ils parlaient latino. Vous savez ce que c'est? C'est l'espagnol. C'est de l'espagnol déformé, quoi, le latino. Que parlaient les juifs espagnols à l'époque où ils étaient expulsés. Ils ont gardé cette langue-là, tous les juifs grecs, les juifs turcs, et les juifs bulgares et serbes. Avant la guerre, maintenant, parlaient latino. Maintenant, je ne sais pas, il y avait une partie qui était exterminée. Alors, c'était un riche marchand de tissus qui m'a emporté. Alors, je suis allé avec lui, il habitait une très belle maison. Il avait 6 filles. Alors, on a commencé à manger, j'ai parlé avec eux en bulgare. Eux, ils parlaient en bulgare, je parlais en russe, mais ce sont des langues qui sont très proches, là, alors on se comprenait. Alors, il m'a demandé qu'est-ce que je fais sur le bateau. Je dis, je fais rien, je suis mousse. Alors, il me dit, vous êtes matelot? Je dis, oui. Il dit, mais c'est pas un métier pour un juif, ça. Je dis, bah, pourquoi? Il dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, vous gagnez pas grand-chose. Vous ne voulez pas vous marier avec une de mes filles? Alors, comme ça, je vous prends avec moi et puis vous allez avoir une belle situation. Alors, je demande de quelle?
Alors il a dit n'importe quel. Les 6 filles, elles n'étaient pas mariées. Alors moi, à cette époque-là, j'avais peur des femmes. Parce qu'on m'a dit que toutes les femmes sont violées. Et il ne faut pas que je me mette là où il ne faut pas. Alors j'ai dit que j'allais réfléchir. J'ai fait le camp. Est-ce que je suis monté sur le bateau et que je suis parti?